Voilà, merci à vous. C'est pas facile d'enchaîner après ces 3 topos extrêmement brillants. Et effectivement, l'idée du travail de la SFPADA, je pense, a été vraiment remarquablement initiée ce matin. On voit que c'est un support de réflexion, c'est pas une vérité en soi, hein, c'est un travail. Voilà, qui a l'avantage d'être une base de discussion des uns et des autres et qu'on va essayer de poursuivre ici à partir du terrain que nous représentons. Alors voilà, moi j'interviens comme présidente élue de la SFPADA dans cette table ronde. Et je vais vous laisser peut-être chacune, oui, on a une représentation féminine, chacune vous présenter, voilà, chacune vous présenter avant de recueillir vos réflexions sur ce rapport qui vous a été communiqué. Alors, voilà, d'abord, Marielle, on prononce Watelet, voilà. Vous m'entendez avec le micro? Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, je suis Marielle Watelet, je suis médecin de santé publique. J'ai une petite activité encore modérée de recherche, puisque j'ai suivi le master de M. Falissa. Et depuis 1 an et demi, je pilote la feuille de route santé mentale de l'ARS Hauts-de-France. Donc, je vous remercie de m'avoir invité à discuter du rapport. C'est très courageux de votre part d'être ici aujourd'hui. Je prends tous les risques. Nous vous en remercions infiniment. Bonjour, Jaya Benoît, donc médecin de l'éducation nationale, actuellement médecin conseiller technique au rectorat de Versailles et chargée de mission à la DGESCO dans l'attente du recrutement d'un médecin conseiller technique national qui est en cours. La précédente est partie à la retraite et donc là, pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant. Bonjour, je m'appelle Rachel Lenuet, je suis psychiatre de secteur rural puisque je travaille dans le département du Lot-et-Garonne, situé grosso modo entre Bordeaux et Toulouse. Voilà, je remplace aujourd'hui le docteur Louis Tandonnet, qui est à la fois le chef des pôles de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de notre centre hospitalier départemental et secrétaire de la SFPADA et qui a donc, je pense, participé aux réflexions dont on fait la synthèse aujourd'hui. Voilà, mais on est enchanté d'avoir une vraie praticienne avec nous et voilà, et ça va enrichir notre table ronde. Merci à vous. Et puis, Anaëlle Klein. Oui, bonjour, donc moi je suis Anaëlle Klein, je suis pédopsychiatre libérale et je suis aussi à l'AJPJA où je fais partie du groupe de travail des pédopsychiatres et du comité du CA. Voilà. Écoutez, merci infiniment. Donc on voit qu'il y a une belle représentativité là de ce que pourrait être un secteur de pédopsychiatrie avec ses différents partenaires. Alors je vais peut-être du coup laisser la parole à Marielle Watelet en sachant que donc vous êtes à la fois vous travaillez à l'ARS, mais j'ai aussi entendu que vous étiez médecin de santé publique, oui, et ça apporte une richesse extrême à cette participation. Donc du coup, on est d'accord que là l'idée c'est d'interagir librement sur le contenu. Hein. Absolument. Donc, très bien. Du coup, effectivement, sur le rapport, j'ai une première question de forme, de méthodologie, qui est en fait si le but c'est d'élaborer des recommandations pour des politiques. Du coup, maintenant que je suis du côté institution, je comprends qu'il faut que ce soit précis, lisible et porté collectivement. Du coup, je vois qu'il y a un spectre de personnes qui ont été interrogées. C'est pour la psychiatrie à venir. Donc, du coup, j'imagine qu'on n'interroge pas les postures les plus radicales. C'est celles qui proposent des changements massifs avec lesquels il pourrait y avoir plus ou moins consensus, mais en tout cas qui ne sont pas portés par la population générale, puisque ce sont des visions radicales. Et la méthodologie ne propose pas non plus la recherche du consensus sur les différentes propositions qui pourraient être portées. Donc je ne sais pas si ça c'est un projet à venir ou pas, d'aller chercher l'ensemble des recommandations possibles et d'aller chercher le niveau de consensus et d'adhésion pour ensuite la soumettre aux politiques. Bon, ça c'est
Et je vois un oui. Ok, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, là, du coup, il y a un sujet une question que je me pose, puisqu'en fait, vous faites plusieurs constats qui sont un nombre insuffisant de pédopsychiatres, des secteurs non superposés, quels qu'ils soient, mais au moins pédopsychiatrie et psychiatrie adulte, ce qui paraît toujours très étonnant que ce ne soit pas toujours le cas. Une transition très difficile entre l'ado et l'adulte à une période de vulnérabilité majeure, des moyens mal répartis et une clinique qui se chevauche, en tout cas d'autant plus qu'on a basculé les 16-18 dans la pédopsychiatrie, et des acteurs d'ailleurs qui chevauchent aussi cette tranche d'âge avec l'ASE, la PJJ qui peuvent aller jusqu'à 21 ans, et l'implication des familles. Donc c'est-à-dire que quand il y a des adultes, vous voyez des enfants, quand il y a des enfants, vous voyez des adultes. Ma question est la suivante, est-ce qu'il est possible d'envisager que le secteur de psychiatrie ait pour mission le suivi de la population de son territoire, de 0 à 100 ans, du coup, ma question est un peu tranchée, hein, mais du coup, est-ce que l'existence de l'intersecteur, en tant que tel, en tant que structure, a une pertinence au regard des difficultés que vous évoquez là aujourd'hui? Ou est-ce qu'on ne peut pas considérer que les mêmes équipes s'engagent dans la prise en charge de la population de 0 à 100 ans au sein du coup du même établissement, du même secteur, des mêmes équipes, et régleraient une partie des problèmes, considérant que la psychiatrie d'adulte, qui se garde parfois de se mobiliser pour la prise en charge des 16-18 en se réfugiant derrière les textes, serait du coup pleinement engagée dans la prise en charge de la population mineure également. Alors, vous nous avez dit qu'on était dans une recherche de consensus, et là, vous nous proposez la révolution. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit que l'ARS est complètement déconnectée. Alors, je comprends que face à une situation tellement difficile, de crise, qui a bien été évoquée par Louise-Émilie Dumas, hein, au titre de la JPJA, on soit tenté de vouloir faire la révolution, mais justement, c'est pas du tout la démarche d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'était plutôt, on n'attend pas de vous que vous ayez des idées révolutionnaires, mais plutôt de voir comment vous pouvez supporter l'état de nos réflexions comme professionnels. Voilà. Ça serait un retour au Moyen-Âge, hein, de la psychiatrie, supprimer l'intersecteur. C'est-à-dire que voilà, je sais bien que la révolution, c'est peut-être des balanciers historiques, mais je ne crois pas que ça... c'est une fausse bonne idée. Même si après les constats sont intéressants, mais il faut arriver à ne pas supprimer déjà l'existant. C'est voilà la continuité, la tranquillité dans le mouvement. Là, je ne sais plus quelle était cette phrase intéressante. Mon propos n'est pas de dire qu'il faut le faire là, mais je me dis que là, aujourd'hui en tant qu'ARS, donc du coup je me repositionne exactement en tant qu'ARS, je vois des secteurs qui s'effondrent. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'intersecteur de pédopsychiatrie. Oui. En fait, parce qu'il n'y a plus de pédopsychiatre, donc la nature même de l'intersecteur disparaît. Et l'ARS, qui peut sembler effectivement déconnectée, mais parfois les acteurs aussi peuvent être déconnectés de ce qui se passe dans les secteurs d'à côté. Donc je pense qu'il y a aussi ce dialogue qui a mené en gouvernance qui est important. C'est comment l'ARS effectivement peut venir soutenir la situation de crise dans laquelle on est. Sans doute qu'on n'est pas encore tout en haut de la vague, et qu'elle puisse redessiner des collaborations, psy, pédopsie, etc. Donc il y a déjà des endroits où en fait, factuellement, les contours sont superposés, les équipes travaillent ensemble, et il y a déjà, l'idée n'est pas de supprimer la pédopsychiatrie, mais de redessiner, puisque vous parlez de redessiner les structures, dans le rapport elle est écrit préserver une sectorisation, je suis complètement d'accord avec ça, elle fonctionne, sauf quand effectivement elle est érigée en règle administrative qui vient entraîner des ruptures de parcours, mais en tout cas, il faut qu'on puisse avoir une proposition concrète pour qu'il n'y ait pas de libre interprétation de ce que vous voulez faire par le politique qui irait à l'encontre. Donc l'idée effectivement, c'est comment on remodélise. Moi, j'aimerais bien que, quand côté Hauts-de-France, on puisse au moins avoir une superposition des secteurs adultes et de la pédopsychiatrie pour éviter qu'une équipe de pédopsychiatrie interagisse avec 10 secteurs, voire des morceaux de secteurs. Voilà, ça c'est très compliqué. Bon, voilà, mais du coup, ça veut dire que maintenant que les 16-18 sont aussi en pédopsychiatrie, c'est aussi aller assurer la liaison aux urgences dans les urgences PED, mais aussi dans les urgences adultes pour les 16-18, dans le hospice adulte pour les 16-18. Donc là-dessus, je pense que c'est pas tant la révolution de rediscuter les périmètres, les contours et donc du coup les portages des missions de la psychiatrie sur la population. Alors
tout à fait d'accord avec les questions. Vous savez que nous, les psychiatres en général et les pédopsies en particulier, on n'est pas forcément friands d'avoir les réponses tout de suite. Mais les questions, oui, les questions sont justes. Les réponses, on ne les a pas aujourd'hui. Superposer les secteurs, je crois que c'était... ça a été énoncé dans le rapport, pas seulement ceux de la psyché, de la pédopsie, mais aussi ceux de l'éducation nationale, hein, parce que, il y a des nébuleuses et ceux de la justice, de l'ASE, c'est pareil, c'est un millefeuille. Donc c'est vrai que moi j'ai adoré quand Bruno il a dit c'est simple, hein, il suffit de remettre, c'est une chose très facile à faire, remettre tous les secteurs au même niveau. Voilà, ça serait déjà intéressant pour arriver à se parler. Mais pas donner les solutions avant d'avoir réuni les partenaires et de voir comment on fait. Parce qu'avoir même cette question des 16-18 à laquelle on tient vraiment, et voilà, il y a la question de la chronicité en pédopsie qu'on n'aime pas tellement aborder, mais qui existe. Effectivement, c'est à l'adolescence que se forgent les pathologies chroniques. Donc effectivement, on a intérêt à discuter avec nos collègues adultes, avec les familles, voir comment on accompagne ces transitions. Et vraiment, c'est un travail qu'on est en train de porter au sein de la société et pas seulement pour voir comment on peut réfléchir à ces enjeux de transition. Mais c'est pas en donnant les moyens qu'on n'a pas à la pédiatrie et à la psyché, vous voyez, que ça va arranger quelque chose. Ça demande quand même plutôt un renforcement de nos moyens et qu'on arrive à réfléchir un peu plus ensemble. Bon, je peux... Non, c'était juste pour répondre à Marielle. En fait, ce qui se passe, parce qu'avant, la spécialité psychiatrique était unique et là, depuis quelques années... Si on a séparé les deux, c'est que quand on mélange les deux, c'est les psychiatres d'adultes qui prennent tout. Ouais. C'est-à-dire, comme toujours dans la société, s'il y a des adultes et des enfants, les enfants disparaissent. Et on ne peut pas lutter contre ça, parce que c'est dans l'imaginaire collectif. Si on s'occupe d'enfants, on est des femmes, enfin, c'est le biais ultra classique. Et voilà. Donc, au contraire, il faut séparer. Si on ne sépare pas, mais alors du coup, voilà. C'était effectivement dans ma tête, c'était pas de. En fait, il y a bien la sanctuarisation, je pense effectivement des moyens financiers, des moyens humains, oui, des moyens dédiés, qui sont importants, mais du coup, je ne sais pas si sanctuariser, c'est séparer. C'était ça mon sujet. Voilà, mais j'ai pas de réponse immédiate. Et si c'est mélangé, il y a un patron, et 9 fois sur 10, le patron, ça va être le psychiatre d'adulte parce qu'ils sont plus nombreux, etc. Mais voilà, c'est juste ça me démangeait. Oui, désolée d'avoir été un peu épidermique, mais c'est vrai que c'est une vraie démarche en soi sur laquelle on voilà. Après, je vous laisserai bien sûr le sujet, mais en fait, il y a ces enjeux de gouvernance qui me semblent un peu clés et qu'on oublie souvent, puisqu'on a de bonnes intentions, et après, il y a la libre interprétation de comment on le fait et comment on garantit que ça se fasse. Donc effectivement, il y a ce sujet, donc j'entends bien, effectivement, quand le sujet passe toujours sous la pile, de pouvoir le garantir, le sanctuariser et s'assurer qu'il passe en premier. Parce que j'ai vu que vous aviez parlé aussi d'avoir un axe santé des jeunes dans les PTSM et dans les CLSM. Alors oui. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans les PTSM et les CLSM, la santé des jeunes, c'est déjà un sujet prioritaire. Il émerge, il y a toujours un axe santé des jeunes. Par contre, ce qui me semble vraiment crucial, c'est qu'il y ait une gouvernance santé mentale dans les structures dont l'objet n'est pas la santé mentale. Typiquement les rectorats, l'ASE, etc., la PJJ, que toutes les personnes qui sont potentiellement impliquées et qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale des jeunes puissent structurer une gouvernance qui permette d'identifier les problématiques croisées dans le champ de la santé mentale et de proposer des solutions, l'élaboration de solutions concertées. Voilà, bon, ça c'était un peu, c'était l'autre point que je voulais évoquer avec vous. Tout à fait. Et puis on voit de toute façon dans les Hauts-de-France que vous-même, vous avez très à cœur de porter ce sujet de la santé des jeunes. Et après, je pense effectivement, il y a une grosse dynamique Hauts-de-France, mais c'est vrai qu'on a la problématique on est très dynamique et pour autant on a des indicateurs effondrés. Donc c'est vrai qu'à un moment, il va falloir qu'on fasse autrement, puisqu'on a beau innover, c'est plus l'innovation qui nous permet de changer. Et donc il va falloir effectivement, nous les 3 actes qu'on essaie d'investir avec les acteurs, c'est la territorialisation, donc ce dont vous parlez aussi, la nécessité d'être en proximité des territoires et surtout de permettre aux acteurs
de se saisir des possibilités d'accompagnement financier, en fait de la présence de l'ARS à l'endroit où elle est, donc pas que de l'ARS par ailleurs, puisque c'est très transversal, la transversalité, donc d'être sûr d'avoir des échanges croisés, surtout sur la notion de la santé mentale des jeunes, et l'inclusion, donc l'inclusion des personnes concernées, surtout si on veut toucher les populations les plus vulnérables. Et c'est vrai que les PTSM et les CLSM semblent être le bon endroit, donc il faut appréhender l'outil. Donc ça demande effectivement un peu d'exercice, mais en tout cas, PTSM et CLSM, j'ai l'impression que ça nous permet quand même d'avoir un langage partagé entre institutions, partenaires, acteurs, usagers, proches. Donc là, je trouve qu'il y a une dynamique qui est favorable, qu'on ne retrouve pas à l'échelon région, par exemple. Je n'ai pas d'échange avec mes interlocuteurs de l'assurance maladie. On n'a pas ça, on n'a pas une structuration régionale santé mentale. On le retrouve au niveau des territoires dans les PTSM et au niveau des collectivités dans les CLSM. D'accord. Alors, à l'API, on a toute une couverture nationale et j'ai bien en tête, en tout cas, que dans les Hauts-de-France, il y a quand même 2 territoires quand même assez problématiques. Alors, je ne sais pas si ça va mieux, mais en tout cas, du côté de Tourcoing et puis du côté de Lens. Hein, voilà, on est d'accord, où il y a quand même une forme de désertification, en tout cas un départ de nombreux pédopsychiatres. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué, et c'est vrai qu'il y aurait une tendance à vouloir rationaliser les choses, rationaliser les moyens, demander à tous les psychiatres, enfants, adultes, adolescents, de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir aller là où il manque des gens. Sauf que ça serait justement déspécifier un petit peu les réponses. Et puis, ça serait passer à côté de... je pense qu'il faut toujours réfléchir à l'ensemble des choses de façon systémique. C'est-à-dire que si dans ces territoires, il y a des soucis, il ne faut pas forcément trouver une réponse en interne à la pédopsychiatrie, mais voir ce qui s'est passé et voir finalement tout ce qui a pu se jouer au niveau local et un petit peu plus, pour comprendre et éviter que ces endroits soient dans de telles situations surdégradées, je dirais, et où là, il faut mettre en place non pas ce qui a été dit dans le rapport, ce que tu as rappelé, quelque chose qui serait formidable et qui répondrait à toutes les solutions, mais en tout cas une espèce de stratégie d'exception, mais qui reste une stratégie d'exception et pas quelque chose qu'on voudrait généraliser dans cette situation. Ah oui, alors là-dessus, pour vous rassurer, effectivement, donc Lens est effectivement en difficulté, hein, ça c'est comme vous le dites. Donc il y a un lien en proximité avec l'ARS pour suivre ce territoire et l'accompagner de façon systémique, puisque effectivement on n'a pas de pédopsychiatre, donc de voir un peu comment jouer sur les collaborations. Alors la contribution de la psy adulte, évidemment, c'est pour ce qu'elle a l'habitude de faire jusque maintenant, hein, donc c'est-à-dire accepter de voir les enfants à partir de 16 ans, collaborer avec les établissements qui font partie du même GHT, mais aussi ouvrir sur le territoire des dynamiques un peu différentes, un CLSM, un club house, voir un peu comment on peut proposer des choses aussi qui ne sont pas médicalisées pour pouvoir redynamiser le territoire. Et puis après, il y a ce qui ne relève pas du champ de l'ARS, qui vont être l'attractivité du territoire en propre, hein, donc ça c'est très difficile, donc, mais de voir aussi la gouvernance interne à l'établissement, qui garantit effectivement que les praticiens restent. Donc ça, je pense qu'on a aussi cet enjeu intra-établissement, sur lequel nous on a moins de prise, mais pour lequel je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une discussion importante là-dessus, puisque l'attractivité, c'est aujourd'hui surtout l'attractivité de l'hôpital public qui pose des difficultés, et pour lesquelles il faut qu'on puisse élaborer des réponses concrètes, pour éviter ces départs, comme on a pu l'avoir, ou les difficultés internes aux établissements. Non, c'est partout, mais le défaut d'attractivité majeur en ce moment, il est centralisé. En tout cas, nous, même si tu as des territoires où tu veux effectivement avoir le libéral, ceux qui sont en grande souffrance aujourd'hui pour attirer, ça va être certains établissements publics. Et ça nous fait effectivement s'effondrer des intersecteurs entiers de pédopsychiatrie où tu n'as plus aucune offre hospitalière. Voilà. Mais effectivement là-dessus, après moi le travail concerté, j'y suis favorable. Hein, c'était pas du tout. Mais je sais bien. C'était pas. Mais du coup, je trouve ça très bien. Votre présence aujourd'hui. Mais c'est un sujet extrêmement complexe pour lequel l'ARS elle-même est bien sûr est en difficulté pour proposer des réponses. On est à vos côtés, hein, effectivement. Voilà, c'était pas qu'un jeu de mots. Les réponses, on est d'accord. Et encore une fois, je trouve que la force de ce que disait aussi Louise-Émilie Dumas, c'est que il n'y a pas que les jeunes qui sont là, on est prêt aussi à vous aider, à nous aider à trouver des solutions. Mais effectivement, elles ne seront pas magiques, elles peuvent être d'exception, transitionnelles. Mais il faut qu'on continue d'en discuter, hein, d'avancer.
et essayer de ne pas trop se décourager. Alors, du côté de l'éducation nationale, on a entendu parler de vous, voilà, comme premier niveau. Déjà, est-ce qu'il reste des médecins dans l'éducation nationale? Non, là, je provoque. J'étais sûre que ce serait la première question. Oui. Vous en êtes la preuve. Voilà. Donc, déjà, merci. Merci de m'avoir proposé de venir. Alors, moi, j'ai quand même un papier parce que, voilà, je voulais quand même réagir à l'ensemble du rapport. Avant d'aborder les 5 points là, je voudrais exprimer un petit regret peut-être qui nous rend un peu triste. C'est que dans le rapport, l'école est mentionnée comme partenaire et comme acteur incontournable, mais il n'y est jamais fait mention explicite des personnels ressources qu'il y a à l'éducation nationale. C'est suffisamment rare, il n'y a pas beaucoup de pays où ça existe, mais il y a des infirmiers, des médecins, des psychologues et des assistants sociaux de l'éducation nationale. Et c'est déjà un premier relais. Voilà. Donc je crois qu'on en avait parlé à Bruno Falissard, mais donc je voulais le redire. Voilà, parce que finalement, avec ces personnels, les liens avec la pédopsychiatrie existent depuis... moi, depuis que je suis arrivée à l'éducation nationale, il y a toujours eu des liens privilégiés. Voilà. Ces personnels, au-delà de leur formation métier, que l'on a tous, ils ont en plus tous eu une formation spécifique en entrant à l'éducation nationale qui leur permet une connaissance précise de l'institution, et ça n'est pas rien. Hein. C'est aussi compliqué, et qui permet de savoir et de pouvoir échanger sur ce qui peut être fait à l'école. L'école, ce n'est pas un lieu de soins, mais ça peut être apparenté à un niveau 1, puisqu'il y a déjà des prises en charge qui sont faites avant d'orienter vers l'extérieur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, dans le cadre aspect positif, avec promotion de la santé, école promotrice de santé, l'école inclusive. Donc, voilà. Et avec actuellement un énorme travail sur la santé mentale, alors sans faire l'amalgame entre santé mentale et pathologie psychiatrique. Mais voilà, il y a donc une approche aussi bien au niveau individuel que collectif, avec la formation, la sensibilisation des enseignants et des personnels de vie scolaire qui ne sont pas des professionnels de soins, mais qui sont les premiers à pouvoir repérer des situations qui nécessitent après un accompagnement ou une prise en charge. Voilà, donc déjà ça. Alors, il y a certes une pénurie de médecins à l'éducation nationale, mais c'est aussi ce qui nous pousse à organiser un parcours déjà en interne, un parcours santé. Pas soins, mais un parcours de santé, avec justement de repérage fait par des enseignants ou des personnels vie scolaire sensibilisés. Donc ça passe aussi par une formation que nous pouvons assurer. Une première évaluation par ces fameux personnels ressources, les 4 corps, pour pouvoir ensuite poser des diagnostics de première intention que les médecins de l'éducation nationale sont en capacité de faire pour une orientation adaptée, pertinente et sans perdre de temps vers du soin adapté à l'extérieur, et pouvoir ensuite, il y a le retour à l'école avec la mise en place des adaptations pédagogiques de l'environnement avec différents dispositifs. Donc vous parliez des abréviations en pédopsychiatrie. À l'éducation nationale, on en a aussi beaucoup des dispositifs avec plein d'initiales. Voilà. Alors évidemment, suppose
des effectifs en nombre suffisant, hein, ça c'est évident, mais c'est en train de... Il y a quand même un petit frémissement, vous m'avez posé la question. Actuellement, il y a des jeunes médecins qui souhaitent avoir un exercice un peu mixte, avec une partie en salarié, une partie en libéral ou dans d'autres structures. Et donc, voilà, on commence à avoir des demandes. Donc, voilà, il va y avoir prochainement des assises de la santé scolaire qui devraient formaliser un petit peu ce parcours santé au sein de l'école avec un travail articulé avec ces 4 corps. Formidable. Voilà. Elles ont lieu quand, ces assises Alors, normalement au mois de mai. D'accord. Mi-mai, mais ça fait déjà 2 ans qu'elles sont repoussées. D'accord. Puisqu'il y a eu quelques changements de ministres. Oh, oui, c'est ça. Voilà. Et donc, ça paraissait difficile de faire des assises sans ministre. Voilà, et donc le but c'est ça, hein, c'est de formaliser un peu et de structurer. Il y a plein d'académies où ça existe déjà, ces fameux parcours. Merci déjà de cette note optimiste, parce que c'est vrai qu'on travaille avec vous, voilà, pédopsychiatrie et éducation nationale, comme l'a précisé Bruno Falissard, c'est là où on trouve les enfants, les ados de tous âges, et vous avez un rôle essentiel, et on l'a vu avec l'histoire de la pandémie, hein, quand il n'y a plus d'école, on voit qu'on perd quelque chose dans le développement de l'enfant, voilà, vraiment d'essentiel. Donc voilà, je trouve que cette exception française de santé scolaire, elle est remarquable, et qu'on a vraiment un intérêt immense à la soutenir. Et avec une vraie volonté du gouvernement, hein, directement, de maintenir ce système. Tant mieux. Voilà. Donc, pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Je vous laisse peut-être... Alors maintenant, bon, c'est un petit peu à partir des 5 points. Donc pour les territoires, ben, c'est évident, hein, c'est évident que la logique de territorialisation, ça nous permet de développer des liens un peu privilégiés, une connaissance des partenaires de proximité. Donc évidemment, tous ces personnels qui travaillent sur un territoire, alors il y a le rectorat certes, mais il y a le département, et il y a surtout l'infradépartemental, et en particulier avec les CMP et tout ça, donc la sectorisation, il y a des médecins qui peuvent travailler avec 3, 4 CMP et tout, mais le fait de la proximité, ça permet de se connaître et de développer des liens de confiance. Ah oui, surtout. alors la proximité, voilà. C'est pas seulement le territoire. On est d'accord que c'est des temps d'échange en commun. Tout à fait, j'y reviens. C'est aussi bon, très bien. J'y reviens. Et puis effectivement, intégrer les médecins ou éventuellement les infirmiers quand il n'y a plus de médecins dans les PTSM, CLSM et tout, ça se fait. Ça se fait, mais c'est pas forcément spontané, on va dire. Donc des fois, il faut aller solliciter pour dire ça serait bien que j'y sois, quoi, que l'éducation nationale y soit. Et voilà, et c'est toujours très riche. Toujours pareil, ça permet d'échanger, de se connaître surtout, et de lever des fois de la méfiance ou des choses comme ça. L'accessibilité, alors là, moi j'ai toujours une difficulté entre le lieu. Donc, quand on parle des niveaux, donc est-ce que c'est le lieu de prise en charge, niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc là, on est entièrement, on suit entièrement, ou le niveau de compétence des personnels. Et donc, il y a des personnels qui vont être niveau 1, ceux qui font le repérage, ceux qui font première évaluation, ceux qui accompagnent sans médicaliser. Voilà, donc les infirmiers, les psychologues de l'éducation nationale, les enseignants quand ils sont formés, on pourrait dire ils sont au niveau 1 ou juste inférieur. Voilà. Pour les médecins de l'éducation nationale, on a une revendication. On aimerait bien voir créer en fait un niveau 1,5 ou 1+.
Parce qu'on a quand même une formation spécifique sur sur le développement normal et pathologique de l'enfant et de l'adolescent, et qui nous permettent vraiment de faire des diagnostics, de faire des évaluations, tous les tests et tout. Et donc ce niveau 1,5, ça permettrait peut-être, alors 1,5 c'est moche, 1+, ça permettrait peut-être d'ouvrir des créneaux un peu d'accès prioritaire dans les CMP, si c'est un médecin du CNAT qui adresse un enfant, comme ça a pu se faire dans les centres référents du langage. Je regarde Jean parce que voilà, qui permettrait aussi un adressage direct au niveau 2, niveau 3, sans avoir à refaire toutes les évaluations qui perdent finalement du temps, et c'est toujours au détriment d'un enfant ou d'un adolescent. Voilà, donc ça c'est... En fait, on voit qu'il y a plein d'idées qui émergent déjà de la table ronde. Alors, ensuite, donc, la stratification, donc bon, les niveaux, je vous ai dit, au niveau de l'âge, donc moi je voulais juste rappeler qu'on intervient de la maternelle au lycée. Et toujours pareil, hein, avec cette connaissance précise de chaque tranche d'âge et des besoins à chaque tranche d'âge. Donc ça nous permet toujours cette approche individuelle, adaptée, mais aussi l'approche collective avec la sensibilisation des enseignants, des personnels de vie scolaire qui sont vraiment en première ligne pour le repérage. Mais ils peuvent bien repérer que s'ils ont été sensibilisés. Ils sont très très demandeurs et ça fait partie de nos missions. Voilà. Donc voilà. Pour ce qui est des pathologies, là aussi, on est particulièrement formés, et en particulier les médecins à l'Éducation nationale, aux pathologies, alors ça va au-delà de la pédopsychiatrie, hein, aux pathologies qui peuvent entraver les apprentissages ou qui peuvent entraîner une difficulté d'adaptation à l'école, parce qu'ils y passent quand même un sacré bout de temps à l'école. Donc voilà, on est particulièrement formé à ça en formation initiale, mais aussi en formation continue. Donc tout ce qui a été TND, tous les troubles des apprentissages, il y a quelques années, les spectres de l'autisme, tout ça, on a une formation très pointue. Voilà. Donc c'est pareil. Je pense que nous sommes des interlocuteurs privilégiés. Voilà. Mais ce qui serait peut-être bien, c'est ça se fait aussi déjà, hein, de prévoir des temps d'échange dédiés avec les partenaires du soin, mais au-delà des fameuses réunions d'équipe éducative où il y a tous les professionnels, enseignants et tout, et où il y a souvent le frein de la confidentialité, le respect du secret, et tout. Et ça, souvent, ça crée aussi des tensions. Et les tensions, c'est toujours pareil, au détriment des gamins et des familles, parce que les familles sont prises entre les deux, et donc il y a beaucoup de situations comme ça où, alors je pense à des temps importants dans la scolarité d'un gamin, au moment de l'orientation, au moment des aménagements des examens. Aménagement des examens, ça nous arrive de recevoir un certificat, un pédopsie, mais parce que là on est dans cette journée, mais d'autres médecins qui nous disent simplement, ça s'adresse à nous médecins, qui nous dit l'enfant, pour raison de santé, a besoin d'aménagement aux examens, temps supplémentaire en particulier. Et c'est toujours mal vécu par les médecins de l'Éducation nationale qui reçoivent ça en disant mais ok, mais je veux bien savoir quelle est la pathologie, parce qu'il y a d'autres aménagements qui peuvent être éventuellement proposés. Et c'est toujours mal vécu par les soignants en face quand on les rappelle pour dire est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus. Donc voilà, donc des temps d'échange comme ça, vraiment un peu spécifiques et tout, ça permettrait de lever ces freins et de débloquer des situations qui sont dommages, en fait, et qui pourraient être évitées.
Alors, degré d'urgence, bon, bah, là, l'adressage prioritaire, toujours pareil, hein, mais ça, je pense que ça existe déjà. Bah, un gamin qui fait une tentative de suicide à l'école, en général, voilà, il n'y a pas besoin de justifier ou de refaire tout le parcours pour qu'il puisse être hospitalisé. Et puis, alors après, les lieux de soins. Donc, les lieux de soins, donc évidemment, l'articulation entre la prise en charge thérapeutique, qui n'est pas de notre ressort, hein, certes, la prise en charge thérapeutique et le maintien du droit à l'éducation, ça c'est essentiel. Et là, pour le coup, je pense que nous sommes des interlocuteurs privilégiés. Donc, aussi bien quand un jeune est hospitalisé, il faut qu'il puisse avoir un temps quand même, consacré aux apprentissages, dans la mesure de son état de santé, hein, bien entendu. Il faut pouvoir préparer le retour en classe. Il faut pouvoir avoir des temps intermédiaires de scolarisation partielle et tout. C'est là qu'il y a tous les dispositifs avec plein d'acronymes. Mais voilà, que nous connaissons. Et finalement, l'école, malgré tout, propose beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et là, pour le coup, des échanges vraiment privilégiés, il faut pouvoir les mettre en place et les formaliser. Et j'ai presque fini. Donc, au niveau des soins, c'est ce que j'ai dit. Hein. Évidemment, nous ne sommes pas à faire des prescriptions médicamenteuses et tout. Ce que l'on a obtenu depuis 1 an et demi à peu près, c'est quand même une reconnaissance officielle du droit à la prescription d'actes préventifs que l'on faisait déjà, mais avec des organismes de sécurité sociale qui n'acceptaient pas forcément quand c'était fait par un médecin de l'éducation nationale. Donc là, tous les actes dits préventifs, donc consultation d'orthophonie, voilà, des choses comme ça. Ça y est, on peut le faire. Et alors, par contre, pour ce qui est des médicaments et tout, évidemment qu'on ne va pas les prescrire nous, il n'y en est pas question. Mais par contre, là aussi, de pouvoir échanger très précisément, parce que sur les retentissements de la pathologie, ça, à la limite, on connaît, mais aussi les retentissements des traitements médicamenteux qui peuvent avoir un impact sur les apprentissages et qui peuvent nécessiter des adaptations pédagogiques, des adaptations de l'environnement, de l'emploi du temps, les aménagements des examens, voilà, les périodes d'orientation scolaire et professionnelle. Tout ça, il y a des périodes comme ça un peu clés dans le temps de scolarisation d'un enfant. Et donc là aussi, je pense que c'est particulièrement important d'avoir des liens privilégiés et d'échanger en levant l'attention et la méfiance qui peut exister de part et d'autre. Voilà. Et je rappelle quand même qu'on peut accueillir, alors même il n'est pas question de déshabiller les services hospitaliers, mais on peut tout à fait accueillir des internes en pédopsychiatrie. Et là, actuellement, bon, les internes que l'on peut accueillir, donc soit à temps partiel, dans le cadre de leur stage à l'hôpital, soit dans le cadre de la FST santé scolaire. Donc c'est vrai que c'est d'une très très grande richesse. On fait pas notre marché, hein, mais même après, ils vont s'installer, ils vont aller travailler ailleurs et tout, mais ils sauront comment ça marche, l'éducation nationale, et qu'un enfant à l'école, comment ça se passe. Voilà. Et voilà, c'est très intéressant. De toute façon, vous prêchez à une convaincue. Hein. Je pense vraiment, pour ma part, je n'ai pas de méfiance par rapport aux médecins de l'éducation nationale, et je pense qu'on a tout intérêt à travailler ensemble et à se connaître mieux et avoir des espaces et des temps dédiés d'échange. C'est absolument fondamental. Ce d'autant que, pour moi, vous nous ressemblez tellement aux pédopsies. On n'arrête pas de vous confier des missions de plus en plus importantes avec
pas toujours beaucoup de moyens à sortir en conséquence, hein, parce qu'on a parlé des aménagements, de scolarité, des indications, des diagnostics que vous faisiez, mais il y a aussi tout le champ du harcèlement, de l'empathie, enfin tout l'école bienveillante, enfin toutes les missions qu'on rajoute, surajoute, voilà. Et puis vous parliez des échanges, moi je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait des internes qui viennent en santé scolaire, et de même que je me rappelle que c'était Nicole Kathleen qui avait fait une suggestion de dire que les médecins de l'éducation nationale pourraient être aussi rattachés au secteur de pédopsychiatrie. Donc voilà, comment on peut imaginer des échanges qui soient un peu plus fluidifiés. En tout cas, nous, on est hyper pour. Et sur la question du niveau et de la compétence, j'ai trouvé que c'était très intéressant, en fait, parce que c'est vrai que c'est finalement une interrogation que vous soulevez. Et pour nous, enfin, c'est clair que les médecins de l'éducation nationale, ils sont médecins de formation et qu'ils ont cette capacité de faire des diagnostics, des adressages, et que c'est très précieux, hein, vraiment très précieux. Donc, voilà. Oui, c'est surtout un gain de temps. Ah oui, un gain de quand temps. on parle de Voilà. filtres et Aussi bien priorisation, c'est fondamental. Hein. dans l'orientation que pour éviter les erreurs aussi d'orientation. Oui, et puis souvent, je trouve que là, on parlait des familles aussi, mais souvent, c'est tellement important que ça soit le médecin d'éducation nationale qui oriente les familles, parce que du coup, ils entendent aussi qu'il y a un problème médical, et c'est vrai qu'il y a dans le rapport tous, enfin, on en reparlera un petit peu, mais quelque chose d'ambigu autour de la dépsychiatrisation. Moi, je préférerais parler de déstigmatisation, parce que parler de souffrance psychique et dire qu'il y a une maladie psychiatrique, pour moi, ça peut être nécessaire. Et c'est vrai que quand c'est un médecin de l'éducation nationale qui fait un adressage, c'est pour authentifier aussi une souffrance psychique comme une maladie. Hein. Voilà. Alors, actuellement, donc, le plan protocole santé mentale, donc... c'est pas. Oui. Il n'y a pas d'amalgame, on ne fait pas d'amalgame, mais justement, je pense que ça permet de positiver un petit peu, de dire on peut avoir besoin d'un suivi et tout, parce qu'avant c'était toujours mon enfant n'est pas fou. Donc oui, c'est ça. Voilà, les ados, leur réaction c'était toujours je suis pas fou. C'est les autres autour de moi, les profs, mes parents qui sont fous, mais pas moi. Voilà. Donc, voilà. Et à côté de ça, il y a quelques années, quand j'ai commencé, les enfants et les adolescents, dès que ça n'allait pas à l'école, c'était hop, CMP. Psychologue, il faut voir un psychologue. Après, il y a eu toute la période autour des années 2000 et tout, troubles des apprentissages. Donc, hop, ils étaient tous envoyés chez les orthophonistes et autres rééducateurs. Et puis là, maintenant, c'est en gros un peu où il y a de la place, finalement. Donc, qui peut le prendre, ce gamin ? Donc, oui, donc puis voilà, même quand donc vous c'est nous quand même... l'envoyez, il va vous revenir. C'est-à-dire qu'un enfant qui irait au CMP ou qui serait hospitalisé pour une tentative de suicide, il reviendra de toute façon dans la scolarité. Donc, c'est des allers-retours, il faut bosser ensemble. Hein. Voilà. Et avec finalement pas d'arrêt, parce que oulala, on a une place au CMP, on a une place chez l'orthophoniste et tout, on va pas arrêter comme ça. Et donc voilà, il y a un encombrement des cabinets d'orthophonie, des CMP. Quand on entend 2 ans d'attente, c'est épouvantable, quoi, parce que ça passe vite. Enfin, la scolarité d'un gamin, donc c'est insupportable, quoi, voilà. Insupportable. Voilà. Non, mais ça, c'est sûr qu'il y a, voilà, on n'est pas dans cette idée-là qu'il faut faire des listes d'attente et des durées prolongées, mais c'est comment on peut répondre, et on est tous impliqués dans cette réflexion-là, et c'est le propos de cette journée d'aujourd'hui, comment on peut penser une structuration qui nous permette d'avoir une certaine efficacité dans une dynamique de soins par rapport aux enfants et aux adolescents dont nous avons la charge. Allez, on enchaîne sur le praticien, ça va, pas découragé. On a un grand chantier devant nous, mais c'est important d'avoir aussi les acteurs de terrain et de savoir un petit peu quel est leur retour par rapport à ces propositions.
Oui, je ne suis pas familière de ce genre d'exercice, donc ça risque d'être un petit peu formel, mais je pense que ça pourra peut-être apporter un peu des réponses par rapport à notre situation, en tout cas locale. Donc, l'objet de mon propos, c'est déjà de témoigner de notre expérience de la pédopsychiatrie dans un département rural, et puis d'apporter notre regard sur les propositions du rapport. Et moi, je le redis, mais je vais vraiment m'appuyer sur le travail que mène le docteur Tandonnet dans notre département depuis plus de 10 ans déjà. Et donc, je vous remercie de nous donner la parole. Sur le premier thème, qui est celui des territoires, donc effectivement dans le Lot-et-Garonne, sans surprise, on fait face à un phénomène d'assèchement massif des flux de professionnels de santé, ce qui entraîne un paradoxe, puisque nos bassins de vie ruraux sont ceux qui nécessiteraient un maillage plus dense pour compenser des difficultés d'accès qui sont liées aux distances, qui sont liées à une précarité qui est plus importante. Et en fait, ce sont précisément ceux qui sont les moins bien dotés. Cette situation, elle engendre un déséquilibre structurel avec donc contrairement aux zones urbaines, nous n'avons pas de cliniques privées, le nombre de médecins libéraux est extrêmement limité et les structures médico-sociales, leur médicalisation, elle est en voie de disparition. La dépsychiatrisation, elle est déjà là. Voilà, pour illustrer ça avec quelques chiffres, même s'ils sont toujours difficiles à connaître précisément. En 2023, sur la totalité du département, le nombre de psychiatres libéraux réellement en activité, il était de 4. Sur le département, alors qu'en Gironde, d'après les pages jaunes, mais bon, voilà, il était de 379, ça fait un rapport de 1 à 95, qui est sans commune mesure avec le ratio de population qui est de 1 à 5. Donc on voit bien que l'hôpital public, et particulièrement les CMP, doivent assumer des fonctions qui, ailleurs, sont portées aussi par d'autres acteurs. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que l'isolement géographique, moi je trouve que ça favorise plutôt une meilleure coopération entre les acteurs locaux. On n'est pas nombreux, on se connaît et donc on partage la nécessité de synergie et d'optimiser les ressources limitées. Nous, les contraintes géographiques, elles font que les secteurs pédopsie et psy adulte, c'est sur les mêmes bassins de vie, les juges, c'est sur les mêmes bassins de vie, enfin voilà. Et donc pour nous, l'enjeu, c'est pas d'ajouter des strates de coordination, c'est de préserver une densité minimale critique de soins et de soignants. Concernant l'accessibilité et la question de créer un niveau 1 dépsychiatrisé, bon, pour nous, l'obstacle à l'efficacité du niveau 1, c'est d'abord la saturation du niveau 2. Je vous donne encore quelques chiffres, j'en profite. Sur le département, pour ce qui est donc de l'hôpital, en pédopsychiatrie, sur les pôles psychiatrie enfants et ados, à la fin de cette année, il restera 2,2 équivalents temps plein de PH sur la totalité du département, dont un collègue qui a largement dépassé l'âge de la retraite. Donc nous sommes secondés par des praticiens à diplôme hors Union européenne, qu'on appelle des PADU, encore un sigle. Ces derniers mois, cependant, leur nombre est soumis à de nombreuses incertitudes et j'y reviendrai tout à l'heure. La file active de notre pôle de psychiatrie de l'enfance est près de 1800 patients et la file active de notre pôle de psychiatrie de l'adolescence est environ 1700 patients. Donc j'imagine que vous voyez à quel point il est flagrant qu'on est en dessous d'une densité minimale critique de pédopsychiatres pour assurer des soins acceptables. Donc notre réalité, c'est pas de chercher à dépsychiatriser le niveau 1 parce que nous subissons déjà une démédicalisation forcée du niveau 2.
Et la situation de pénurie, elle concerne tous les niveaux. Il n'y a pas de médecin généraliste, il n'y a pas de médecin scolaire, bref. Les gens les parents n'arrivent plus à inscrire les enfants sur liste d'attente en orthophonie. C'est pas qu'il y a 2 ans d'attente, c'est qu'on n'arrive même plus à les inscrire sur liste d'attente. Donc, en tout cas pour ce qui est de la pédopsychiatrie, en plus pour être qu'un niveau 1 soit efficient, je pense qu'il faut qu'il développe un minimum de compétences et qu'il ait la possibilité d'orienter si besoin vers le niveau 2. Et donc ça passe par au préalable un renforcement des CMP du niveau 2. Comme le soulignaient l'année dernière les représentants de l'API, il nous semble ni pertinent ni réaliste d'associer chaque niveau à un type de structure d'une manière qui serait un peu rigide. Nous, la saturation du niveau 2, elle fait déborder cette activité vers des structures comme la maison des adolescents, qui assure une part de l'activité de niveau 2. Et on ne voit pas bien comment les cantonner à un niveau 1A ou 1B, ça désaturerait le niveau 2. Voilà, l'urgence pour nous, je me répète, mais c'est d'assurer une densité minimale dans ce niveau 2. Concernant les structures, et en particulier la question de la filiarisation, du fait qu'on est fortement sous-doté, la mise en place de dispositifs entièrement filiarisés, c'est pas très réaliste, ça se ferait au détriment des soins généralistes. Nous, on a vraiment besoin de maintenir des structures de soins polyvalentes, ce qui n'empêche pas de développer des compétences spécifiques au sein de ces structures de soins. Et donc, le docteur Tandonnet a élaboré un projet qui s'appelle Respire, pour être en phase avec les modalités de communication actuelles. Respire, c'est restructurer la pédopsychiatrie, une innovation rurale expérimentale. En tout cas, en identifiant 3 filières, les troubles du neurodéveloppement, les psychotraumas complexes, les états mentaux à risque pour les ados et les grands ados, mais en les intégrant aux structures existantes plutôt qu'en créant des filières séparées ex nihilo. Ce qui nous permet, en déployant ça sur chaque territoire, de couvrir nos 4 bassins de vie d'une manière équitable et de développer des interfaces avec les partenaires spécifiques de chaque filière, que ce soit les PCO, la protection de l'enfance, etc. Pour nous, il y a quelques piliers fondamentaux du soin en pédopsychiatrie. La continuité, qui prend en compte la dynamique évolutive. Il y a la question d'une évaluation élargie au-delà du symptôme d'appel. Il y a le croisement des regards pluridisciplinaires. Et quand on met en place des logiques de segmentation excessive, quand on multiplie les dispositifs indépendants, parfois ça met à mal ces principes et ça aggrave encore les inégalités territoriales. Donc notre restructuration, elle vise pas à remplacer les organisations existantes, mais à les renforcer et en reconnaissant le rôle central du CMP comme pivot du système. Ce qui évite que les enfants les plus vulnérables se retrouvent exclus des dispositifs de soins parce qu'ils ne correspondent pas exactement à une filière donnée, ou plus souvent parce qu'ils correspondent à plusieurs filières en même temps. Et chacune dit que le patient il relève davantage de l'autre filière. Et ces filières, elles finissent par s'exonérer de la prise en charge des cas complexes. Quand on est en situation de pénurie, ce phénomène il a tendance à se majorer. Voilà, 2 mots sur le fait qu'il y a une attention particulière qui doit être portée aux dispositifs médico-sociaux d'aval, comme les IME. Quand ils sont insuffisants, ça génère des décompensations, ça génère une souffrance des familles pour ces jeunes qui sont en attente de place alors qu'ils ont des droits qui sont ouverts. Concernant la thématique des soins, le rapport évoque une délégation des tâches, en particulier vers les psychologues et les infirmiers. Nous, on est complètement d'accord avec ça. On considère que même dans notre situation, c'est vital pour préserver des soins humains et de qualité. Et donc, notre projet Respire, il
il s'appuie précisément sur le développement de pratiques médicales intermédiaires, infirmières spécialisées, IPA, ou nous on a une préférence pour les puériculteurs, puéricultrices, qui sont vraiment des infirmiers spécialisés de l'enfant. Et qui, dans notre projet, assure 4 fonctions essentielles. Une part d'examen du développement, d'évaluation standardisée. Ils ont une formation autour du développement qui vient en complémentarité avec celle parfois de certains de nos psychologues, avec une dimension plus médicale. Ils ont une fonction dans la coordination des parcours. Ils ont une fonction dans la psychoéducation et l'accompagnement des familles, que de manière très frustrante, on n'a pas forcément le temps de réaliser avec la continuité qui est nécessaire. Et dans le ciblage du recours médical pour les urgences ou les problématiques complexes. On a déjà mis en place une première équipe qui est coordonnée par une puéricultrice et qui avait déjà une expérience en pédopsychiatrie qu'on connaît, avec laquelle on a l'habitude de travailler, en qui on a confiance et qui permet qu'il y ait un temps médical extrêmement réduit. Et puis on a d'autres collègues qui sont en cours de formation. Afin que ces postes d'infirmiers spécialisés soient pourvus par des professionnels expérimentés en psychiatrie et ancrés dans le territoire, nous défendons l'idée qu'il faut relocaliser leur formation à travers des formations qui sont portées par les IFSI départementaux. Et on a œuvré à l'ouverture d'une formation en puériculture à Agen, qui a ouvert en 2023 et qui permet que nos collègues expérimentés, avec lesquels on travaille depuis longtemps, etc., puissent accéder à cette formation sans abîmer leur vie de famille, etc., et rester ensuite sur le territoire. Voilà, le rôle du pédopsychiatre, il est réorienté vers des fonctions d'arbitrage de parcours, de recours thérapeutique, l'évaluation des situations d'urgence, les diagnostics complexes, la réponse aux demandes des collègues généralistes, médecins généralistes, des structures médico-sociales. Et nous sommes sur la question du soin tout à fait en accord avec le fait que le soin pédopsychiatrique, il est par essence systémique, qui nécessite des pratiques intégratives, et que ce bagage théorique diversifié et cette vision holistique doivent être respectés, à la fois pour des raisons éthiques, mais également pour des raisons d'efficacité clinique et pour des raisons d'attractivité des professions. Le dernier point, c'était donc l'administration du système de soins pédopsychiatriques. Donc nous validons tout à fait l'idée d'une reconnaissance officielle des situations de soins dégradés, d'exception, j'ai entendu le mot tout à l'heure. Et nous pensons que la responsabilité de cette dégradation doit être partagée avec les tutelles et que les acteurs du territoire doivent être les premières ressources pour penser ces adaptations nécessaires. Cette politique, je me rappelle, doit inclure la décentralisation des formations, mais avec l'idée qu'à terme, il pourrait y avoir des postes de professeurs de territoire. On pense qu'il y a aussi à revoir la répartition des internes et que ça doit constituer un objectif partagé. Actuellement, dans le département, il y a 1 à 3 internes selon les semestres en stage en psychiatrie, contre 70 en Gironde. Ça pérennise quand même la concentration des ressources médicales dans les métropoles universitaires, ça aggrave la désertification des zones rurales. On pense que dans ces politiques territoriales de la pédopsychiatrie, il faut aussi instaurer des mécanismes de compensation, c'est-à-dire tenir compte de l'absence de libéral, de la démédicalisation du médico-social. Nous, on trouve un peu aberrant que lors de la mise en place de notre projet Respire, ça s'est accompagné de la négociation de la suppression de la dotation de certains de nos postes médicaux.
alors qu'on voit que dans d'autres territoires de la région, il y a eu des postes médicaux qui ont été créés. C'est-à-dire que certes, pour l'instant, on ne peut pas les pourvoir, mais je ne suis pas sûre que ce soit une raison pour les supprimer. Voilà. Et enfin, je voudrais dire quelques mots de la situation des PADU, ces praticiens à diplôme hors Union européenne, dont la situation, je trouve, illustre à nouveau, d'une part, le cercle vicieux de cette centralisation des moyens vers les pôles universitaires, et par ailleurs, ils subissent la mise en œuvre d'injonctions paradoxales qui me paraissent extrêmement préoccupantes. Voilà, ils sont confrontés à des procédures de validation de leur parcours dans lesquelles il n'y a pas de règles claires, qui aboutissent à des validations complètement aléatoires en fonction des jurys. Certains de ces jurys exigeant des stages supplémentaires à l'issue de leur parcours de consolidation, ce qui prolonge leur statut précaire, donc des stages dans des services universitaires, alors même qu'ils ont été officiellement affectés dans des hôpitaux périphériques, dans des services agréés. Voilà. Au-delà de cette, moi je pense vraiment maltraitance institutionnelle, cette situation, elle ajoute à la désorganisation de nos services en zone rurale, où ces psychiatres, qui sont des collaborateurs précieux, enrichissants, efficaces, sont absolument essentiels au maintien d'une offre de soins qui est en voie de désertification. Malgré les services majeurs qu'ils rendent au système de santé français, le parcours de ses collègues est en outre semé d'obstacles administratifs, alors que la mise en place des visas talents, qui est un dispositif qui existe pour ces médecins, semblerait une solution simple et rapide pour sécuriser une partie de leur parcours. En conclusion, donc le problème fondamental des territoires ruraux, c'est l'absence de flux de professionnels vers ces territoires. Un chiffre éloquent, depuis 15 ans, il n'y a absolument aucun pédopsychiatre formé à Bordeaux qui s'est installé dans le Lot-et-Garonne. Et renforcer le système actuel sans changer certaines de ces règles n'aura aucun impact pour nos territoires. Donc la mise en place de solutions spécifiques pour les territoires ruraux exige un changement de paradigme dans l'organisation de la pédopsychiatrie. Et donc les propositions que nous faisons, c'est à échéance immédiate la reconnaissance des psychiatres étrangers en tant que citoyens et en tant que praticiens, avec l'accès aux visas talents et avec la reconnaissance du caractère validant des lieux d'exercice locaux agréés, sans exigence de passage en CHU systématique. À 6 mois, d'ajouter une clé de répartition par population, par département, à la répartition semestrielle des internes et des médecins juniors, et de réfléchir comment ça peut s'organiser pour que ce soit utile pour tout le monde. À 1 an, de soutenir vraiment les pratiques médicales intermédiaires avec le développement, la reconnaissance, la valorisation des infirmiers spécialisés en psychiatrie, des puéricultrices et la relocalisation de leur formation sur chaque département à partir des IFSI. Et à 5 ans, la création de postes de professeurs de territoire et on les peut aborder là, mais la réingénierie des professions associées, avec éventuellement la question d'un doctorat d'exercice en psychologie, de master paramédicaux, dans l'idée qu'ils soient attachés à l'exercice hospitalier, qu'ils puissent se construire à partir d'une expérience professionnelle et à partir des départements ruraux. Voilà, ces quelques propositions sont pour nos territoires d'une importance vitale, ainsi que pour nos jeunes patients, pour leurs familles. Nous plaidons pour que les instances administratives, les décideurs politiques puissent en prendre conscience et s'en saisir. Et pour finir, je voudrais dire que j'espère qu'à cette tribune, dans les prochaines années, nos collègues issus, des collègues praticiens à diplôme hors Union européenne pourront également être invités. Ils ont des observations à nous transmettre, avec parfois beaucoup d'étonnement sur le fonctionnement de la pédopsychiatrie en France. Et je suis sûre que leur regard pourrait nous aider à imaginer ensemble des solutions pour l'avenir. Je vous remercie.
Bien, merci, docteur Rachel Lenu. Et pour un exercice novice, félicitations, parce que c'était extrêmement complet, passionnant, intéressant, avec une foultitude de propositions. Et c'est vrai que ce regard voilà, qui se veut de la ruralité pourrait être partagé même à certains départements d'Île-de-France. En tout cas, voilà, vous êtes pas isolé dans les constats que vous faites, et les propositions sont très chouettes. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir rajouter, parce que vous avez parlé d'équipe, d'un soin systémique, juste dire un mot sur les assistantes sociales. On dit assistantes sociales, mais parce que ça a tellement disparu du rapport que moi, ça m'interroge de penser que il y en a tellement plus que finalement on les cite même plus. Mais c'est pas qu'il n'y ait pas un intérêt, parce que socialement les gens vont pas bien. Il y a des tas de dispositifs que voilà, nul n'est censé ignorer dans la loi, mais quand même dont c'était la spécialité, et que là aussi il y a une question de revalorisation. On parle de réingénérer enfin les différentes professions, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en direction des infirmiers, sans doute des psychologues, les infirmières puéricultrices. On a bien entendu la valence que vous leur accordiez dans le service du docteur Tandonnet, et ça a son importance. Voilà, mais aussi donc ne pas oublier les assistantes sociales, parce que on est dans une époque où malheureusement, je pense qu'en pédopsychiatrie comme en psychiatrie, on ne peut pas faire l'épargne de cette réflexion du social, et qu'on ne peut pas tout gérer comme médecin, pédopsie, psychiatre. Voilà, dans la pluralité d'un soin qu'on organise et d'une souffrance psychique qui a une expression sociale, des enfants comme des parents. Voilà. Oui. Question du coup à vos propos. Je voulais savoir effectivement sur la question des internes, puisque ça c'est une boucle aussi infernale que nous on rencontre, c'est-à-dire que les établissements sont en difficulté, n'accueillent plus d'internes, etc. Est-ce qu'il y a un positionnement quelque part pour essayer de trouver cet arbitrage entre qualité de la supervision de la formation, quitte à ce qu'elle soit menée en collaboration, et engagement territorial? Donc ça c'est une première question, mais du coup ça en tire une autre qui est effectivement, vous parlez des professeurs de territoire. Il y a effectivement en psychiatrie, particulièrement en pédopsychiatrie, donc dans ces disciplines, une notion de territorialisation qui est extrêmement importante, peut-être plus que dans d'autres disciplines. Donc au-delà de la question du savoir clinique, il y a aussi peut-être la question du savoir sur l'organisation des soins, qui est peut-être, alors je ne sais pas à quel point c'est déployé dans la formation, mais en tout cas la question de comment on organise le fonctionnement d'un secteur ou d'un intersecteur, je pense que c'est complexe, c'est pas partagé. Donc est-ce qu'il y a une possibilité aussi de réfléchir là-dessus, puisque effectivement vous parlez des spécificités aussi de la ruralité, mais plus généralement, nous on a aussi des enjeux de faire communiquer les secteurs entre eux pour qu'ils se mettent d'accord sur comment doit bien fonctionner un secteur, et que ça puisse ensuite accompagner les transformations des secteurs qui ne suivent pas cette dynamique-là. Donc, je ne sais pas si ça c'est une réflexion, mais j'ai pas l'impression qu'il y a de positionnement pour l'instant là-dessus sur le rapport. Jusqu'où on va dans la formation pour permettre au territoire d'en bénéficier, et comment on s'organise à l'échelle d'un secteur pour un fonctionnement optimal, y compris dans des situations qui seraient les plus dégradées. Mais de toute façon, je pense que vos questions sont extrêmement précieuses. Donc, encore une fois, je ne sais pas si on saura y répondre, mais il faut qu'on les ajoute au rapport, parce que ce sont des belles interrogations. Et la proposition de professeur de territoire, moi, je la trouve passionnante. C'est une réponse aussi à une formation qui soit plus ancrée sur le territoire. J'ai bien compris que vous n'avez rien contre la Gironde, mais... voilà. Mais que... c'est important de faire vivre aussi des lieux de savoir expérientiels, et avec des gens qui sont passionnants et qui puissent transmettre. Oui, sans doute on a parfois l'impression de ne pas être très audible depuis notre territoire rural, et de pas être reconnu, on va dire, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on propose, et qu'il y a besoin que ça passe par des reconnaissances officielles. On parlait tout à l'heure du fait que c'est important, par exemple, pour les centres experts, d'avoir aussi une expérience de terrain. Moi, je pense que les professeurs des universités à Bordeaux, ils connaissent pas
notre réalité de terrain et que voilà, leur regard pour proposer faire des propositions qui sont adaptées pour nous, y compris voilà, pour développer la formation des internes aussi dans nos territoires ruraux, c'est un peu biaisé. Voilà. Or, on a des choses à apporter effectivement sur ce qui s'y passe, et il y a plein d'initiatives, il y a plein de choses très chouettes qui se passent dans les territoires ruraux. Mais on le voit, et même votre dispositif Respire, ça fait envie. Donc là aussi, par rapport à tous ces dispositifs innovants, ce sera peut-être l'occasion d'une autre journée, mais en tout cas, c'est très intéressant. Ça, voilà, c'est pas parce que vous êtes public 2,5 ou qu'il n'y a pas des propositions innovantes, des dispositifs intéressants à répliquer et qui méritent d'être dupliqués dans d'autres territoires. Grâce à tous les intervenants autres que pédopsychiatres, ce qu'on voudrait, c'est pas atteindre le seuil de 0. Oui. C'est pas souhaitable. Bon, docteur Anaëlle Klein, donc merci infiniment. C'est vrai qu'on enchaîne parce que c'est pas facile d'être la dernière de la table ronde, mais merci, merci, voilà. Très bien, donc là on change un peu de braquet, mais c'est extrêmement complémentaire puisqu'on a vu qu'un tiers, et ça c'était le docteur Louise-Émilie Dumas qui nous l'a appris, qu'un tiers des collègues avaient un exercice libéral en pédopsychiatrie, d'où l'importance d'avoir une lecture de ce rapport par une pédopsychiatre libérale, voilà, et qui par ailleurs a eu une expérience hospitalière, donc qui sait aussi de quoi elle parle quand elle parle de structuration du système de santé en pédopsychiatrie. Merci beaucoup. Je pense que mon intervention aujourd'hui, elle sera assez complémentaire finalement des différentes interventions qu'il y a eu. Et au-delà de ça, je voudrais remercier la Société française de pédopsychiatrie d'avoir invité une libérale à la table ronde, puisqu'on est quand même oublié de beaucoup de rapports. Souvent, quand il y a un rapport, je cherche libéral dans recherche et ça apparaît un petit peu, voilà, des fois. Voilà. Si vous avez envie de le faire, vous pouvez vérifier. Vraiment, on est oublié. Ou alors un peu mis de côté. Et je pense que c'est extrêmement important de parler de cette activité parce que c'est une activité qui peut, à mon sens, vraiment proposer une offre de soins essentielle, voilà, en plus et complémentaire au secteur. C'est très important de le dire. C'est-à-dire que le secteur reste un pilier évident de la coordination des soins. Bon, ça en fait partie, dit Christophe Libert. Mais le libéral est complémentaire et propose en fait une autre offre de soins, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer par mon propos aujourd'hui. Donc le travail qu'on a fait s'inscrit dans l'association des jeunes psychiatres, pédopsychiatres et addictologues. Il est basé en fait sur cette réflexion qu'on a au sein de la JPJA, et il est basé aussi sur en fait un groupe de pairs qu'on a entre les pédopsychiatres libéraux, puisqu'il faut savoir que dans ce groupe nous sommes 263 aujourd'hui, dans un groupe où nous échangeons quotidiennement sur nos pratiques. Et donc j'ai essayé évidemment collectivement, on a essayé d'en faire une synthèse et d'essayer de vous proposer aujourd'hui un peu une définition, on va dire, de qu'est-ce qu'un pédopsychiatre libéral en premier, et aussi ensuite de faire des propositions concrètes par rapport au rapport qui manquerait. Voilà. Alors, pour commencer, je ne vais pas rappeler les chiffres, puisque ça a été dit ce matin, et puis en plus les chiffres sont flous, mais effectivement, 27% des pédopsychiatres seraient libéraux, avec de nombreux territoires, comme on le rappelle aussi, qui ne disposent d'aucune offre libérale en pédopsychiatrie, et ailleurs, les praticiens sont débordés. Voilà. Pourtant, donc, notre présence est précieuse puisque dans ce contexte de carence, on participe à l'offre de soins, on participe à essayer de désaturer les structures publiques, on prend en charge des situations complexes et on assure un accompagnement psychiatrique et psychothérapeutique de qualité. J'y reviendrai après. J'ai essayé de chercher à l'échelle européenne, voilà, on a été plusieurs d'ailleurs à essayer de chercher des données, savoir comment c'était structuré ailleurs, et c'est extrêmement difficile d'extraire en fait des informations, savoir comment c'est structuré ailleurs, en Belgique, en Allemagne. Je trouvais que les données étaient peu fiables, peu accessibles, mais effectivement des projets comme Respire qui intègrent des libéraux dans les programmes de recherche me semblent intéressants et soutenants. Donc, je vais arriver à ma première question. Qu'est-ce qu'un pédopsychiatre libéral ?
Donc, exercer en libéral, ce n'est pas transposer le modèle hospitalier dans son cabinet. Ça, c'est la première chose que je voudrais poser là. C'est une pratique qui est singulière, qui est basée sur l'idée de la liberté thérapeutique et de la relation clinique. Donc, il n'y a pas un, mais des pédopsychiatres libéraux, chacun exerçant selon un peu son domaine d'expertise, on va dire, ou les besoins du territoire aussi. L'accueil d'un enfant en cabinet libéral et de sa famille est extrêmement différent de l'accueil d'un hospitalier. Et de ce fait, je pense que c'est un soin qui peut être vu, en tout cas par les patients, comme plus accessible, puisque voilà, c'est pas toute une institution qui l'accueille, on prend souvent rendez-vous sur une plateforme, voilà, enfin, on arrive dans les soins à proximité dans la ville. Et puis le cadre, évidemment, actuellement, malheureusement, hein, les locaux de la pédopsychiatrie sont pas tout à fait les mêmes que les locaux en libéral, je veux dire, c'est comme ça. Mais du coup, c'est vrai que ça participe à une forme d'accessibilité, je pense, plus grande aux yeux de la population, en tout cas de l'enfant qui va venir consulter, et probablement qu'on voit des patients qui ne seraient pas vus par les structures de soins, ou en tout cas qui seraient venus peut-être plus tard. Donc il y a une forme d'intervention plus précoce, peut-être, en tout cas si on était en nombre de pouvoir proposer cette offre de soins. La liberté d'exercice, elle est fondamentale pour le médecin libéral. Cette indépendance professionnelle, elle permet de personnaliser son approche, évidemment, de construire son propre réseau de soins, c'est hyper important, de ne pas se retrouver isolé. Mais cette liberté, évidemment, a un coût, qui est la charge administrative, la protection sociale qui est inférieure à celle des praticiens salariés, que ce soit sur le plan de la couverture sociale, de la retraite et des congés. Et évidemment, l'obligation de maintenir une activité viable économiquement, un risque d'isolement clinique et une exposition personnelle accrue, je veux dire, que ce soit au cabinet ou en cas de plainte d'un patient. Donc il y a une exposition juridique qui est un petit peu différente que le praticien hospitalier. Alors, quand on parle du libéral, il faut s'intéresser à la question de la rémunération, hein, c'est le principe un peu du libéral aussi. Donc, vu la charge de travail, les actes du pédopsychiatre libéral ne sont pas remboursés à hauteur de ses responsabilités. Et donc, même malgré le choix du secteur 2, les chiffres prouvent qu'on fait partie des revenus les plus bas des médecins libéraux, dû à l'insuffisante valorisation des soins. Le choix du secteur 2 souvent permet de proposer des consultations plus longues. Par ailleurs, tout le système qui structure la pratique libérale est tout à fait différent de l'hospitalier, puisqu'il y a une place forte et centrale et indispensable des syndicats qui négocient aux négociations conventionnelles. Et donc ça, c'est extrêmement différent de quand on est à l'hôpital. Il y a au niveau local aussi l'URPS, alors nous aussi on a nos acronymes, les CPTS, les ESS, enfin voilà, c'est toutes différentes en fait structures qui, auxquelles les libéraux sont invités à participer pour, par exemple, promouvoir la pratique libérale de qualité dans les politiques de santé, essayer de réfléchir à la coordination des soins en ville, voilà. Mais du fait du faible nombre de pédopsychiatres, l'exercice libéral souffre vraiment cruellement d'un manque de représentativité. Il n'y a pas d'association dédiée nationale qui soit dédiée aux pédopsychiatres libéraux. Voilà, il n'y en a pas. Par ailleurs, en fait, comme effectivement, contrairement à un médecin salarié, quand on milite dans une association ou dans une instance, ou quand on va donner, si on voulait participer aux recommandations de la HAS, etc., en fait, on perd de l'argent. Enfin, il faut dire concrètement les choses, c'est-à-dire qu'on ferme notre cabinet, et du coup, il y a non seulement la difficulté du report des consultations, mais en plus, cette difficulté sur la question de l'argent qui freine forcément l'engagement, d'autant qu'on est très peu. Donc en plus, voilà, tout ça participe au fait que ce soit difficile pour un médecin libéral peut-être plus difficile en tout cas pour un médecin libéral de s'engager. Voilà. Mais il y en a beaucoup qui en ont très envie, enfin, je tiens à le dire, et dans le groupe sur lequel on sent que vraiment il y a beaucoup de médecins libéraux qui pourraient, si c'était possible, le faire. Mais voilà, toutes les raisons que je viens d'expliquer font que c'est compliqué. Alors, on ne peut pas parler aussi du libéral sans parler de la psychothérapie, et je pense que c'est quand même le traitement, enfin c'est pas moi qui le pense, c'est d'ailleurs dans tous les méta-analyses, ou que ce soit la HAS qui le dit, d'ailleurs c'est vraiment le traitement de référence en pédopsychiatrie, c'est la psychothérapie. Dans la plupart des rapports, on dit toujours psychothérapie en première intention ou associée à un traitement médicamenteux, je veux dire dans la quasi-totalité des troubles chez l'enfant, la psychothérapie.
Et en fait, elle est actuellement quand même structurellement indisponible pour la grande majorité des patients et sous-valorisée pour tous les professionnels qui la dispensent. On l'avait dit aussi l'année dernière dans notre discours de l'année dernière de la JPJA. Alors, je change un peu de registre, mais il faut aussi comprendre que actuellement, les pédopsychiatres libéraux, le système en fait favorise la psychiatrie adulte, comme d'ailleurs, vous le disiez Bruno tout à l'heure, mais dans le système libéral, en fait, finalement, de nombreux pédopsychiatres libéraux accueillent des adultes, puisque tout le système de financement favorise la psychiatrie adulte. Donc, il y a un flou dans le remboursement des actes. On ne peut, par exemple, pour les groupes thérapeutiques, finalement, tout le système favorise les consultations courtes. Donc, forcément, si on va voir un patient adulte, souvent les consultations, sauf thérapie spécialisée, mais c'est plutôt une demi-heure. Le pédopsychiatre, c'est plus long. On pourrait aussi rajouter qu'effectivement, il y a des enjeux éthiques et juridiques spécifiques à la pédopsychiatrie qui ne sont pas les mêmes en psychiatrie adulte. Que ce soit, je vais nommer secrets familiaux, pathologies psychiatriques parentales qui ne seraient pas pris en charge. On peut aussi rajouter dans cette idée qu'en fait, un pédopsychiatre libéral doit faire alliance avec non pas une personne, mais un système familial, alors qu'un psychiatre d'adulte, il fait alliance avec une personne qui vient dans son cabinet et qui est tout à fait d'accord de venir. Donc, c'est quand même la pratique de la psychiatrie adulte est non seulement valorisée, mais vue comme plus simple. Voilà. Et donc, au total, vraiment, le système de financement actuel encourage la psychiatrie adulte, je pense qu'on peut le dire comme ça, alors que son impact en santé publique est moindre, puisque la moitié des troubles psychiatriques débutent avant 14 ans et demi. Donc, ne pas soutenir la pédopsychiatrie libérale revient à fragiliser l'ensemble du système de soins. Voilà, donc nous, on pense qu'il faut faire une vraie place à la pédopsychiatrie libérale, qui doit se constituer comme un levier complémentaire au secteur. Elle est indispensable pour participer au repérage précoce, au diagnostic et à la prise en soin en première intention. Donc évidemment, limiter la dégradation des troubles et limiter le recours aux urgences. On peut assurer des suivis de relais après stabilisation d'institution. On peut maintenir une continuité de soins adaptée aux besoins des patients. On peut limiter la surcharge de patients dans le secteur, si tant est qu'on était en nombre, évidemment. Je tiens aussi à dire là que mon propos, il se base aussi sur ce qu'on proposait ce matin avec la JPJA, c'est de dépasser le constat de carence pour faire des propositions qui ne soient pas juste des rustines, mais vraiment une proposition de fond à long terme. Donc, le développement de la pratique libérale permet au final de faciliter l'accès aux psychothérapies des patients qui relèvent de son champ d'action. Voilà, avec une collaboration indispensable avec les CMP, les structures hospitalières, l'école évidemment, les partenaires de l'enfance, voilà, dans une logique de partage et de co-construction des parcours. Donc finalement, on peut dire que les familles qu'on voit ne sont pas toutes des familles qui iraient consulter dans des centres, des institutions, mais des fois, c'est peut-être aussi sur des temps différents qu'on les rencontre, et c'est d'ailleurs le cas en psychiatrie adulte, en fait. Les patients, ils ont des temps dans libéral, des temps en institution, voilà, et on navigue entre ces mondes. Et donc, je pense qu'il doit en être de même dans un système fonctionnel en pédopsychiatrie. Donc, pour déployer ce rôle qui est essentiel, il faut un soutien politique, financier, structurel, clair et durable. Et c'est indispensable pour adapter l'offre de soins aux besoins réels de la population. Donc voilà nos propositions maintenant pour renforcer la pédopsychiatrie libérale. Donc ils sont au nombre de 3. Avec des illustrations à chaque fois. La première proposition, ça va être repenser le remboursement des actes en l'adaptant à la réalité du travail du pédopsychiatre et aux besoins de la population. Donc, je voulais juste rappeler ces chiffres. Actuellement, donc la pédopsychiatrie libérale, c'est 0,3% des dépenses publiques de ville pour les mineurs. 0,3% des dépenses publiques de ville pour les mineurs. Et donc, ça fait environ 0,17% de l'ensemble des soins spécialisés en ville. Voilà, c'est ça qu'on coûte aujourd'hui en termes de dépenses publiques. Cette tarification actuelle est inadaptée à la réalité du travail clinique, puisqu'il faut absolument reconnaître le temps, la coordination et l'approche systémique. Donc, nous demandons de mieux rembourser les consultations longues et les prises en charge complexes, comme les enfants suivis par plusieurs institutions, les groupes thérapeutiques, les entretiens et les thérapies familiales. Ça, c'est la première proposition.
La deuxième proposition, c'est qu'il faut que dans le codage et le remboursement, la rémunération, soient pris en compte les actes de coordination qui peuvent être quand même de plusieurs heures pour certains patients. Donc je pense qu'il est évidemment indispensable qu'on se mette en lien avec l'école pour chacune des situations. Mais actuellement, ce travail est non rémunéré. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Il faut que dans les codages soit pris en compte systématiquement et pour tous les secteurs. C'est pas que pour le secteur 1. Enfin voilà, il faut que pour tous les secteurs d'exercice, secteur 1, secteur 2, les généralistes, les écoles, la PMI, les partenaires médico-sociaux, toutes les institutions, tous ces temps de coordination qui sont indispensables, c'est notre cœur de métier de pédopsychiatre, ils doivent être pris en compte. Je veux dire, c'est notre travail, il doit être pris en compte. Sinon, en fait, on ne soigne pas bien les patients. Il faut quand même le dire clairement. Voilà. Il faut soutenir le déploiement de dispositifs pluriprofessionnels libéraux en ville, notamment pour répondre aux situations à haut risque, aux diagnostics spécialisés, et associer pleinement les libéraux aux politiques territoriales en santé mentale en les dédommageant du temps investi à hauteur de la clinique. Donc voilà, pour renforcer l'attractivité et la pédopsychiatrie libérale, il faut rémunérer l'ensemble de l'engagement professionnel au-delà de la seule consultation. Ça, c'est notre première proposition. Deuxième proposition, reconnaître et soutenir pleinement la psychothérapie, qui est un enjeu central de santé publique et un axe majeur d'attractivité. Donc en premier, il faut garantir l'accessibilité de ces soins indispensables aux enfants et aux familles, en développant évidemment des modèles de remboursement adaptés qui permettent une meilleure prise en charge. Et ça, en libéral comme en institution, pour reconnaître leur rôle central dans la prise en charge des enfants et des adolescents. Deuxième proposition, intégrer pleinement la psychothérapie dans la formation initiale des futurs psychiatres sur la base d'un socle commun. Donc TCC, thérapie familiale systémique, psychodynamique, il faut que tout soit intégré dans la formation. Et ça, c'est non seulement évidemment pour la culture, évidemment, mais pour aussi assurer la sécurité des patients. C'est conformément aux standards européens, parce que ça fait partie dans les recherches qu'on a fait. Voilà, ils disent pour la sécurité des patients, en fait, il faut qu'on connaisse les psychothérapeutes, mais plus que qu'on les connaisse extrêmement bien. Je veux dire, on ne peut pas nous demander de coordonner les soins et de ne pas connaître un certain nombre. Enfin, c'est aberrant. Mais au-delà de les connaître, moi je pense que c'est important aussi d'associer une formation en psychothérapie, parce qu'un psychiatre, psychothérapeute n'exerce pas pareil, même si c'est des consultations de soutien. Et donc je pense que c'est extrêmement important qu'on ait une formation en psychothérapie qui soit reconnue, validée. Notre quatrième axe, structurer les formations. Donc, quatrième axe de l'axe 2, je ne sais pas si vous me suivez toujours, j'ai l'impression que oui. Structurer les formations en garantissant leur qualité, leur accessibilité, leur reconnaissance à l'échelle nationale pour assurer la compétence des professionnels et la cohérence des soins. Donc, ces soins de psychothérapie répondent aux besoins de l'enfant, je vous l'ai dit, en termes d'efficacité à long terme, prévention des rechutes et constituent un investissement essentiel tant sur le plan clinique qu'économique. Et donc en troisième axe, et après j'en aurai fini, c'est favoriser le décloisonnement, donc renforcer la complémentarité entre secteur public et libéral. Donc en fait, je pense qu'il faut faciliter administrativement et financièrement des passerelles concrètes entre les praticiens libéraux et les institutions publiques, en organisant des temps de coordination partagés, des rencontres cliniques ou des projets communs, afin de faciliter l'échange d'informations et la continuité des soins. Et là-dessus, on était tout à fait raccord. Donc voilà, on se retrouve. Ouais. Encourager l'accueil des internes en cabinet libéral lorsque les conditions le permettent. Donc voilà, je pense que ça pourrait être important afin de les former à la pratique de ville et les sensibiliser à la prise en charge des jeunes patients, comme c'est dans d'autres spécialités médicales d'ailleurs. Valoriser le temps d'orientation et de supervision auprès de partenaires extérieurs, généralistes, éducation nationale, PMI. Donc si on pouvait, avec un nombre suffisant de pédopsychiatres, on pourrait proposer une supervision de généralistes. On pourrait, et voilà, c'est une vraie, ce serait précieux à mon avis, pour tout le monde, enfin pour nous et pour eux. Favoriser les passerelles pour intégrer les libéraux dans des activités de recherche clinique, d'enseignement et de formation universitaire. Je pense que pour, par exemple, les formations en psychothérapie, des libéraux pourraient participer aux formations en psychothérapie, mais il faudrait qu'il n'y ait pas de barrière administrative. Il faudrait que ce soit facile et pas extrêmement compliqué, comme c'est aujourd'hui, de faire un cours à la fac, quoi. Enfin, voilà, il faudrait qu'il y ait pas des barrières, mais faciliter les passerelles, que ce soit simple. Encourager les collaborations entre libéraux et structures publiques dans l'organisation des parcours de soins complexes, tout en garantissant une rémunération adéquate pour les activités transversales et collaboratives. Donc, ces initiatives qui
permettre un travail plus intégré entre le public et le libéral, permettre d'améliorer la fluidité et l'efficacité des parcours de soins. Donc évidemment, tout ça devrait être fait en lien avec les URPS, les CPTS et les ESS qui sont en train de se créer. Donc en conclusion, la pédopsychiatrie libérale est un maillon essentiel à préserver et à renforcer parce qu'elle permet un accès effectif aux soins. Il s'agit d'une médecine engagée, de proximité et complémentaire au secteur public. Mais voilà, il est crucial évidemment de soutenir toute la structuration de la pédopsychiatrie et dans son sein de cette grande structuration, structurer la pédopsychiatrie libérale en valorisant l'ensemble des actions du pédopsychiatre, dont la psychothérapie, et en facilitant les collaborations. Donc le secteur est extrêmement précieux. La pédopsychiatrie libérale est tout à fait complémentaire et précieuse également pour permettre, donc j'insiste, mais l'accès effectif aux soins et l'attractivité de notre spécialité. Et cette approche bénéficiera à l'ensemble de la pédopsychiatrie, évidemment, puisqu'on aura une meilleure efficacité et complémentarité des différents acteurs. Voilà. Merci. Eh bien, merci, docteur Anaëlle Klein, qui fait la preuve vivante du dynamisme de la pédopsychiatrie libérale et de l'apport que cette dernière pourrait avoir dans la structuration pour le futur quart de siècle à venir de notre discipline chère à tous aujourd'hui. Je vois qu'il y a des envies de réaction. Je vois des démangeaisons. J'ai une petite question, effectivement. Allez-y. Du point de vue, alors je pense que, du point de vue institution, mais même pour vous, peut-être, il y a une équation impossible entre comment on vient soutenir une pédopsychiatrie libérale et comment on vient soutenir de l'autre côté une pédopsychiatrie hospitalière, alors qu'on a un effectif qui est a priori le même et qui se répartit entre de l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand on constate effectivement des départs à l'hôpital, souvent c'est des installations libérales, etc. Donc j'entends effectivement à moyen important. Il y a un champ des possibles qu'on a envie d'investir, mais j'ai l'impression que les institutions sont très en difficulté pour répondre à une situation de crise. Donc effectivement, nous, on a des leviers d'accompagnement côté ARS à certains endroits, mais sur les situations de crise qu'on décrivait sur certains territoires, est-ce qu'il y a un moment aussi où il est possible de se positionner pour aiguiller, parce que j'entends tout à fait qu'on ne puisse ne pas vouloir faire de généralité d'une exception. Ça, je le conçois, parce qu'effectivement, c'est des contextes dans lesquels on prend des mauvaises décisions, mais comment on peut aider à la décision des institutions à un moment de crise pour pouvoir stabiliser le temps que, ou optimiser le temps que, ou reconnaître une situation dégradée dans laquelle on a des exceptions là-dessus. Voilà, je sais. Donc j'entends qu'il y a une volonté de soutenir la pédopsychiatrie libérale, mais dans ce contexte aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les leviers qui ne viendraient pas mettre en difficulté en regard la pédopsychiatrie hospitalière. Moi, c'est là aussi, vous faites le bel avocat du diable, hein, et merci de jouer ce rôle-là. C'est compliqué. Je pense que la démonstration du docteur Klein, c'était au contraire de dire qu'une discipline, enfin une pratique peut enrichir l'autre. Et je pense qu'elle a fondamentalement raison. Et moi, je le vois pour la Seine-et-Marne dans laquelle je pratique jusqu'à aujourd'hui, voilà, où on voit que quand il n'y a plus de services publics ou qui se délitent, le secteur libéral fond de la même façon, avec des collègues qui maintenant refusent de voir des adolescents parce qu'ils disent qu'en libéral, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas, c'est pas valorisé, ni psychiquement, ni financièrement, et du coup, il n'y a plus personne, ni libéraux, ni publics. Donc je pense que les propositions du Dr Klein sont justement intéressantes puisqu'ils visent aussi à réinsuffler de l'énergie dans le service public ou en tout cas dans une offre de formation, de complémentarité, même de soutien, éducation nationale, médecins généralistes. Et donc l'idée, c'est justement de ne pas être dans le clivage et d'imaginer... Enfin, moi, c'est vrai que j'ai été biberonnée, je suis, c'est une collègue aussi âgée, mais biberonnée à l'idée que les libéraux étaient là pour gagner des sous, pour penser à eux et tout ça. Et je trouve vraiment qu'on est
complètement au-delà de ça, que maintenant le constat c'est qu'on a des collègues, vous avez vu, investis, engagés, ils viennent effectivement, c'était souligné aujourd'hui, sur des fonds personnels, voilà, pour témoigner d'un investissement qui est vraiment le leur au service d'une population voilà, qui est très en souffrance, et avec comment est-ce qu'on peut aider nos collègues aussi du public, et comment on peut aider les partenaires, et comment on peut s'inscrire avec vous dans les réflexions. Donc je crois vraiment que l'idée c'est d'être synergique et qu'il y ait des passerelles entre un système et l'autre système qui fassent que non, c'est pas l'un au détriment de l'autre, et que la valorisation d'un acte de pédopsie puisse aussi dans le libéral contribuer à cette valorisation dans le public, en fait. Je vais juste réagir sur en fait que la séparation entre le libéral et l'hospitalier date de la loi Debré dans les années 1958-60, que depuis le système est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté de mise en concurrence des uns des autres, que ce soit dans la création du numerus clausus, voilà, où d'un coup c'était les hospitaliers qui voulaient le numerus clausus, puis c'était les libéraux pour des raisons tout à fait différentes, et toujours en oubliant, enfin pas toujours en oubliant, je pense pas que les médecins aient oublié l'intérêt commun, mais je pense qu'il y a toujours cette idée de clivage, que ce soit entre les différentes professions, que ce soit entre les libéraux et les hospitaliers, et qui nous dessert, en fait, c'est-à-dire qu'au final, ça nous dessert. On s'est tout le temps utilisé, les psychologues versus voilà, et tout le système hospitalier, et voilà, les infirmiers, voilà, et en fait, chacun arrive avec sa cause, on va dire, et du coup défend dans un contexte de carence. Et en fait, je pense qu'il faut, si on veut une vision à long terme, il faut dépasser ça. Après, je suis d'accord que les propositions qu'on fait là, elles sont pas possibles demain, mais peut-être après-demain. Voilà, c'est. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Moi, en fait, je suis pas du tout dans une lecture clivante, mais au contraire. Mais c'est juste qu'en fait, factuellement, quand on va décider de faire une feuille de route, puisque les institutions font des feuilles de route, si elles priorisent un endroit à effectif constant, on va se retrouver sur une bascule d'effectifs. Et c'est vrai qu'on a du mal à pouvoir, dans une situation critique, en fait, les crises entretiennent le clivage. Donc en fait, c'est ça. La question, c'est comment. Mais du coup, c'est comment on accompagne les institutions à pouvoir gérer la crise, à éviter le clivage entre institutions, entre acteurs, puisque là, on le voit bien, on l'a sur toutes les problématiques. Le clivage ressort de façon beaucoup plus prégnante en ce moment, dans un contexte de crise. Et à effectif constant, pardon, mais il y a des effectifs qui sont sous-exploités. Enfin, j'ai des collègues pédopsychiatres qui ne reçoivent plus d'enfants. Ils ne les reçoivent plus. Voilà, ils sont pédopsychiatres installés en ville, ils ne reçoivent plus d'enfants, vu le système actuel, c'est ce que j'essaye de dire. Et donc en fait, à effectif constant, c'est aussi la question de, à un moment, je veux dire, psychiatrie, parent pauvre de la médecine, pédopsychiatrie, parent pauvre de la psychiatrie. Enfin, donc, et moi je disais aussi la même chose, c'est-à-dire les collègues qui refusent, je vous dis, de voir les ados parce qu'en libéral, c'est trop consommateur, c'est ingrat, il n'y a pas de structure d'aval. Exactement. Effectivement, de pouvoir réaugmenter la charge d'activité possible dans le champ libéral, effectivement, là, c'est un levier qui est hyper lisible, ça que j'entends. Et quand en pédopsychiatrie, on reçoit des ados, enfin, on sait très bien qu'ensuite le secteur va peut-être nous dire, non, là, il a 17 ans, ce sera pour les adultes, et du coup, on est seul avec une situation qui est compliquée. Enfin, je veux dire, donc il y a aussi tout ce travail de maillage qui est nécessaire. Nous, on a un intérêt, le secteur y a un intérêt, enfin voilà. Mais pour ça, il faut qu'on soit soutenu. Si on n'est pas soutenu, ce sera pas possible. Et on a besoin de vous, et merci d'être là. Et il y a Bruno Valissard qui me fait plein de signes pour dire que la table ronde doit s'arrêter, donc elle va s'arrêter, mais on voit que les discussions n'ont pas à s'arrêter, en revanche, et les échanges non plus. Ça continue cet après-midi avec une reprise de nos travaux à 14h. Merci à tous.